Tout est enregistré, mais j'aurai peut-être une version vidéo. Je voulais aussi saluer le travail admirable que je ne connaissais pas, que vous faites de cohésion sanitaire, médicale, sociale, avec toutes les activités que vous nous avez montrées. Et, comme vous savez, j'ai fait humanitaire et je sais les efforts pour que ça s'inscrive dans la durée, comme on en parlait avec mon ami Brahim Grien en regardant ce film. Il faut développer une énergie considérable, il faut toute une équipe, et on sent vraiment une équipe soudée. Et j'ai vu les images que vous avez montrées, y compris de bénévolat sanitaire. Vous avez, et j'ai cru reconnaître quelques images, quelques scènes des inondations de 2002, par exemple, ça. Et donc, je veux dire que vous apportez à la population une aide considérable. Alors, vous parlez de la douleur, on m'a demandé de faire deux topos. Le premier sur les différentes techniques de prise en charge de la douleur, et le deuxième sur le traitement de la douleur en soins palliatifs chez les patients cancéreux. Alors, la première partie, eh bien, je vais partager avec vous. Donc, je partage avec vous quelques réflexions. Parler de la douleur dans le quotidien, c'est l'affaire de tous les soignants, de tous les médecins, et dans la plupart des cas, eh bien, le problème de la douleur est résolu par ce que nous avons appris durant nos études, mais pas tout. Il y a certains types de douleurs qui sont particulièrement rebelles, comme les douleurs chroniques neuropathiques, neurologiques, comme certains types de douleurs, dans le zona, dans le diabète, après les accidents vasculaires cérébraux, etc. En post-opératoire aussi, les douleurs chroniques post-opératoires qui durent après l'intervention. Et je vais essayer de faire un panégyrique pas de l'ensemble, parce que je ne peux pas être exhaustif dans le temps qui est imparti, mais essayer de vous montrer des étapes de réflexion qu'on a en matière donc, de diagnostic différentiel des mécanismes, comment reconnaître une douleur neuropathique d'une douleur par excès de nociception, car la solution thérapeutique, le traitement thérapeutique ou non pharmacologique d'ailleurs n'est pas le même. Décrire aussi quelques techniques non pharmacologiques qui sont des techniques chirurgicales. Je ne parlerai pas de tout ce qui est relaxation, hypnose, techniques cognitives comportementales qui font partie intégrante d'une prise en charge de la douleur puisque c'est une prise en charge globale de l'individu. Et c'est ça peut-être un peu la nouveauté. On ne va pas traiter un symptôme, on ne va pas prendre en charge un syndrome. Plus qu'une pathologie, c'est la douleur qui devient une pathologie en tant que telle et c'est ce que nous sommes en train, en France, de faire passer au Conseil économique et social en faisant reconnaître la douleur chronique rebelle, pas la lombalgie commune, pas la migraine classique, mais celle qui va gâcher la vie de l'individu et qui va être au premier plan comme une pathologie en tant que telle, autant que les pathologies cardiovasculaires ou le diabète. Alors, définir la douleur, ben, c'est bien difficile. Et d'abord, il faut la définir pour savoir de quoi on parle. Et c'est une dimension extrêmement sophistiquée qui est intégrée au niveau du cortex cérébral et qui tient compte de notre culture, de notre apprentissage, de notre éducation et de notre religion et des us et des coutumes du pays dans lequel nous vivons. Nous avons tous le même système nerveux. Nous avons tous la même anatomie. Que l'on soit né à Ulaanbaatar en Mongolie ou à Stockholm en Suède, eh bien on va avoir la vision et l'audition qui ne sera pas influencée par notre culture, nos traditions, notre religion. Par contre, la douleur va être imprégnée de ce qu'on intégrera au niveau supraspinal. C'est donc une sensation extrêmement élaborée. Et on peut se poser deux questions en préambule. La première, c'est est-ce qu'un monde sans douleur serait un monde idéal, finalement? On peut se poser la question. La deuxième question, c'est est-ce que tous les êtres vivants de notre planète ressentent des douleurs? La première question, la réponse est simple. Non, un monde sans douleur n'est pas un monde idéal, puisque la douleur aiguë, dont je vais parler après, est un signal d'alarme et va nous aider, nous médecins, à faire un diagnostic. Et va nous aider à comprendre ce qui se passe. Et il y a un syndrome qui s'appelle l'insensibilité congénitale ou l'agénésie congénitale à la douleur de jeunes enfants qui ne ressentent pas de douleur ou peu de douleur, il y a différentes nuances dans le manque de sensibilité, et qui ne passent jamais à l'âge adulte. Et il y a un cas bien décrit d'une fille d'un pédiatre canadien qui fait du ski, on fait du ski au Canada, puisque dans les autres régions peut-être, partie du monde, mais en tout cas, elle se fracture la jambe et elle continue à skier, elle rechausse, mais malheureusement sa mobilité étant instable, elle tombe, mais elle ne s'est pas rendue compte qu'elle avait une fracture car elle n'a pas ressenti la douleur de la fracture.
Et cette jeune fille est décédée d'un choc, d'une hypovolémie en rapport avec un bas débit, un choc septique, une septicémie en rapport avec une péritonite, en rapport avec une appendicite qui était passée inaperçue, car elle n'a pas ressenti la douleur de la faucille à droite. Donc la première question, la réponse est non. La deuxième, c'est est-ce que tous les êtres vivants de notre planète ressentent des douleurs? Alors, est-ce qu'on sait le chien, le chat, la souris, le rat, on sait le cheval, voilà. Mais est-ce que la mouche, est-ce que la fourmi, l'abeille, est-ce que la truite, est-ce que le poulpe, l'huître, le homard, quand on met dans les casseroles d'eau bouillante en Europe le 31 décembre au soir, est-ce qu'ils ressentent de la douleur? Est-ce que la fourmi et l'abeille, qui ont une vie sociale extrêmement élaborée, très sophistiquée, ressentent des douleurs? Alors, on a essayé de réfléchir pendant 1 an et demi, et on a remis un rapport à l'ancien président de la République, qui avait, au moment de son interpellation par la Ligue de défense des droits des animaux et la Fondation Brigitte Bardot, été interpellé avant son élection, quand il était candidat, et il a dit « si je suis élu, je nommerai un groupe d'experts qui réfléchira sur animal, souffrance et société ». On avait comme champ d'expertise tout, y compris les rites religieux, en dehors de la tauromachie. La tauromachie, comme vous le savez, en France, le sud-ouest, est très imprégnée de cette culture de tauromachie, du taurador et du taureau. Et bien entendu, une partie de l'électorat serait passée de l'autre côté si jamais il y avait eu des décisions prises de ce côté-là. Donc c'était éminemment politique. Et donc on a essayé de réfléchir, et pour faire court, nous avons conclu sur l'idée qui est, pour ressentir de la douleur, qui est une sensation extrêmement élaborée, il faut un télencéphale qui reçoit les informations de l'émotion, de la cognition et de la sensation, qui sont la définition de douleur. Et les animaux qui n'ont pas de télencéphale, du point de vue anatomique, ne peuvent pas intégrer toutes ces dimensions. Autrement dit, la mouche, l'abeille, la truite n'ont pas de télencéphale et ne peuvent pas ressentir de douleur. Par contre, elles ressentent le froid, le chaud, la peur et le réflexe de retrait en cas d'agression, qui sont les sensations, les éléments, essentiels de la vie. Nous avons donc défini une autre notion qui s'appelle la sentience, qui a été émise par l'Académie française. Enfin, toujours est-il que cette douleur est extrêmement élaborée, et donc dans cette définition est intégrée la douleur psychologique et psychique en santé mentale. Nous avons un congrès en juin en santé mentale à la Cité interuniversitaire à Paris, car les anglophones et les autistes ressentent de la douleur, mais pas de la même façon que ceux qui ne sont pas atteints de ces pathologies. Nous les ignorions jusqu'à présent, et nous sommes en train d'essayer, pas moi, mais les psychiatres qui s'intéressent à la douleur, c'est de définir ce que l'on peut ressentir quand on est autiste et comment peut-on les déceler, ces douleurs. On a la douleur schématiquement aiguë signal d'alarme, celle qui va nous aider, puis la douleur chronique qui ne va pas nous aider du tout et qui va être une pathologie en tant que telle. Il faudra l'aborder en tant que telle. Et les patients ne mettent plus en premier plan et en avant leur pathologie, diabète, zona, ils mettent en avant la douleur et la souffrance. Ce qui est important à considérer, c'est que la douleur aiguë, si elle persiste et si on ne la traite pas, c'est principalement la douleur, je dirais, nosocomiale, celle que nous soignants, nous allons créer par nos actes diagnostiques et thérapeutiques. Eh bien, on peut induire des modifications du système nerveux central qui vont faire en sorte qu'on abaisse les seuils de sensation et de perception, et qu'à ce moment-là, on peut faire le lit de la douleur chronique et de la chronicisation. Donc il faut les prendre en charge, même si elles sont de courte durée. Et ça, nous le savons, car en néonatologie, eh bien, il y a des études qui montrent qu'il y a entre 24 et 32 gestes douloureux par 24 heures en réanimation néonatale chez les nouveau-nés. Et ça induit des transformations au niveau du système nerveux central. La question qu'on peut se poser, est-ce que c'est si fréquent? Oui, une enquête pilotée par la Société d'études française d'études et traitements de la douleur montre que c'est 32% de la population, durant une année donnée, qui présente des douleurs, avec 20% qui les considèrent comme modérées et intenses. La moitié d'entre eux sont en âge de productivité. Il y a des arrêts de travail et le présentéisme et l'absentéisme, qui sont des notions différentes, mais le présentéisme, être présent mais moins productif, coûte plus cher à la société qu'être en arrêt de travail. Et c'est le premier motif d'appel aux médecins. Alors, ceci dit, quelles sont les stratégies thérapeutiques? Eh bien oui, il y a des guidelines, il y a des recommandations, et il y a 3 étapes. La première étape est une étape d'affirmer le caractère myochronique. Ça, c'est l'aspect temporalité. En général, c'est pas très compliqué. Mais seulement quand cette douleur, et je parlais tout à l'heure des traitements de la migraine, des nouveaux traitements, eh bien quand cette douleur perdure dans le temps et se répète après des intervalles libres qui peuvent être conséquents sans douleur, cette répétition et cette récurrence fait intégrer la migraine et la céphalite migraineuse dans les pathologies dites de douleur chronique. Affirmer le caractère
du mécanisme physiopathologique, c'est extrêmement important et j'ai surtout insisté là-dessus. Alors il y a deux façons de voir les choses. La première, eh bien, c'est l'excès de nociception. L'excès de nociception, finalement, le système nerveux est intact, c'est ça qui fait la différence avec la douleur neuropathique. Et donc, s'il y a un rythme mécanique inflammatoire, et ça n'est pas une topologie neurologique, puisque le système nerveux est intact. Donc l'examen neurologique est normal. Le deuxième, il y a une lésion du système nerveux périphérique ou central. Et là, c'est dire le b.a.-ba de nos connaissances, puisqu'on intègre dans ces douleurs neuropathiques des douleurs périphériques, comme le zona, le diabète, le canal carpien, la hernie discale, mais également des douleurs centrales, comme la sclérose en plaques, les douleurs du Parkinson, car il y en a, les douleurs d'accident vasculaire cérébral, et les douleurs des hémiplégiques et des paraplégiques. Donc on voit bien qu'en mettant dans le même registre les douleurs du canal carpien avec une sclérose en plaques, il y a quand même une grande différence de pathologie, une grande différence de diversité, et pourtant la prise en charge, c'est dire qu'il faut être très modeste dans ce domaine, eh bien c'est à peu près la même du point de vue pharmacologique. Alors là, la douleur, qui est la douleur donc neuropathique, elle va s'exprimer sur un territoire neurologique, il n'y a plus d'allure mécanique ou inflammatoire, il y a un fond continu avec des paroxysmes, et il y a eh bien, des troubles objectifs de la sensibilité. Comment elle s'exprime? Elle s'exprime de façon spontanée, cette douleur neuropathique. Je ne fais rien, et tout d'un coup, j'ai une décharge électrique qui survient, ou des fourmillements qui deviennent très intenses, et qui, de paresthésie, deviennent dysesthésie, car douloureuses. Et puis, il y a des douleurs provoquées, c'est l'anodynie, un stimulus non douloureux, l'attouchement et l'effleurement d'une région, donc sur un territoire neuropathique, peut entraîner eh bien, une douleur. Alors, ceci dit, eh bien, on a essayé, avec Didier Bouassira et Nadine Attal de l'INSERM Ambroise Paré, il y a quelques années, de colliger ce que nous disaient les patients de leur douleur. Et on a donc rassemblé les termes qu'ils proposaient pour décrire des charges électriques, fourmillements, froid douloureux, vous savez, le glaçon qu'on sort du congélateur et qu'on met sur la peau et qui provoque des brûlures, le picotement, démangeaisons, lourdissement, et nous avons mis tout ça dans un questionnaire qui s'appelle le DN4, D comme douleur, N comme neuropathique, et 4, pourquoi 4? Car s'il y a 4 oui sur ces 10 questions qui sont simples, il s'agit d'une douleur neuropathique avec une grande spécificité de l'ordre de 90%. Alors ça, c'est une aide considérable pour quand on ne sait pas trop faire la différence entre l'excès de nociception et la douleur neuropathique. C'est une aide considérable quand on a un doute et qu'il n'y a pas forcément un élément neurologique qui viendrait nous inciter à penser que sur un territoire, avec une douleur, c'est une douleur neuropathique. Alors, c'est très simple, c'est l'interrogatoire du patient et c'est l'examen clinique. Et ça, les soignants et non-soignants peuvent le faire, je veux dire les paramédicaux, pardon, pas les non-soignants, paramédicaux peuvent le faire, et les infirmières le font sans support papier, elles l'ont bien en tête. On utilise le support papier au démarrage, et puis après, ça vient tout seul. Et vous voyez que ça a été traduit donc, dans un grand nombre de langues, y compris donc, en Khmer, et dans les hôpitaux du Cambodge, actuellement, eh bien, cette DN4 est largement utilisée. Alors, est-ce qu'il y a vraiment cette dichotomie entre douleur neuropathique et douleur par excès de nociception, ce qui va conditionner le traitement, hein, parce qu'il faudra faire la part des choses. Bien souvent, il y a des douleurs qui sont mixtes, il y a un chevauchement entre les deux, et maintenant nous avons donc des écrits, des articles, des publications de bon niveau, qui permettent de dire que dans une lombalgie pure, il y a une composante neuropathique, pas prédominante, mais elle existe, à coup sûr. Alors pour ça, eh bien, il faut, la deuxième étape, proposer la deuxième étape, c'est évaluer. Je vais faire très court pour l'évaluation. Il faut apprécier l'impact sur la qualité de vie. Ce sont celles que nous connaissons tous, y compris l'échelle numérique de 0 à 10, qui est probablement la plus simple, et l'échelle visuelle analogique, qui est une échelle qui nécessite un outil. Et à cet égard, je vais vous faire part d'une anecdote. En début de, non, il y a 2 ans, je passais aux urgences de mon hôpital, qui est l'hôpital d'Ariboisière, qui est le deuxième service d'urgence en Europe après Madrid. Donc, les urgences, ça fonctionne largement 24 heures sur 24, minute après minute, et je vois un jeune interne qui courait dans tous les sens, et je me souvenais que mes gardes d'internes, les urgences, les premières, étaient assez anxiogènes, et j'aurais bien aimé, en cas de problème, qu'un senior s'arrête et me dise « Est-ce que tu as besoin d'un coup de main ?» Donc, je m'arrête vers lui et je lui dis « Est-ce que tu as besoin d'un coup de main ?» Et il me dit « Oui, monsieur. » Déjà, j'avais pris 20 ans de plus, « Oui, monsieur. » Et je lui dis « Qu'est-ce que tu souhaites ?» Il me dit « Je cherche une EVA. » Cette échelle que vous avez devant vous. Je lui dis « Mais pourquoi faire ?» Il me dit « J'ai un patient qui a une colique néphrétique et qui se tord de douleur sur le brancard. » Je lui dis « Et tu vas lui dire « Alors monsieur, regardez, j'ai un petit outil, de 0 à 10, avec un petit curseur, où vous êtes maintenant de votre douleur ?»
Je dis, mais il va te taper dessus, et il aura bien raison. Injecte-lui de la morphine, fais-lui des anti-inflammatoires, et ne cherche pas à savoir quel niveau de douleur il a. Il dit, oui, mais c'est dans le protocole. Donc il respectait pédagogiquement ce qu'on lui avait enseigné, mais un manque de bon sens évident. Alors, troisième étape, elle est pharmacologique. Pharmacologique, il y a des traitements, donc médicamenteux et non médicamenteux. Alors, quels sont-ils? Eh bien, ils sont fondamentaux. Il est fondamental, plutôt, de faire le diagnostic de l'excès de nociception et de la douleur neuropathique. En effet, vous voyez que les propositions thérapeutiques sont très différentes. Quand on parle d'excès de nociception, ce sont les 3 niveaux de l'Organisation mondiale de la santé dont je vais parler. Quand on parle de douleur neuropathique, ce sont les antidépresseurs et les antiépileptiques, ou les anti-NMDA, comme la kétamine. Il ne s'agit pas de la même chose. Et quand on parle de la douleur psychogène ou psychologique, là aussi, c'est d'autres propositions thérapeutiques qu'il faudra avoir. D'où l'importance de faire ce DN4 pour savoir quelle est la part de la composante neuropathique. Et vous voyez ces 3 niveaux proposés par l'OMS. Et maintenant, ces niveaux sont très décriés, car nous savons que ces niveaux 1 qui sont de 1 à 3 sur une échelle de 10, ces niveaux 2 qui sont de 3 à 6 sur une échelle de 10, quand on a entre 3 et 6 d'intensité de douleur, on peut proposer un niveau 2 directement, sans passer par un niveau 1, dans une douleur par excès de nociception. Et quand une douleur est intense supérieure à 6, on peut proposer d'emblée un opioïde. C'est légitime maintenant. Alors, quelles sont les critiques qu'on peut apporter? On peut apporter quelques critiques sur le plan donc, de la pharmacologie pure. Là, on appelle les niveaux 1 les antalgiques périphériques, action périphérique, antiprostaglandine, anti-inflammatoire. Les niveaux 2 d'action centrale et niveau 3 d'action centrale. Est-ce que ça tient la route? Eh bien non, ça ne tient pas la route. Et je vais vous le montrer, car les INS, par exemple le kétoprophène, quand il est injecté en intraveineux, on le retrouve dans le liquide céphalorachidien très rapidement. Donc il passe la barrière hémato-encéphalique. Et il a une action centrale. L'action centrale est démontrée, l'action centrale, je reviens en arrière, comme ça, l'action centrale est démontrée dans cette étude de Jean-Claude Villers, où on prend 2 groupes, un groupe de volontaires sains et un groupe de paraplégiques. Et on va faire le réflexe R3 de Jean-Claude Villers dans les 2 groupes. Et on va injecter du sérum de de la morphine. Et on va s'apercevoir que les INS ont une action centrale, car ça ne marche pas chez le paraplégique. Donc, ce qu'on nous a appris, action périphérique et action centrale, ça ne tient pas la route et il n'y a pas de base là-dessus. Ensuite, les niveaux 2. Les niveaux 2 sont très décriés, puisque vous savez que le diantalvic a été supprimé pour X raisons sur lesquelles on pourra revenir dans la discussion, mais ça m'entraînerait trop loin là maintenant. Mais en tout cas, on a de moins en moins de niveau 2. On a le tramadol. Le tramadol peut entraîner des effets indésirables chez certains patients. On a la codéine. 11 à 13% de la population n'ont pas les enzymes hépatiques permettant de dégrader la codéine en morphine, et c'est comme ça que la codéine agit. Donc, là aussi, c'est un peu compliqué. Il reste donc la lamaline, pour ne pas le citer, avec donc de la caféine et de la poudre d'opium. Et là, vous avez donc ces nouveaux produits, ces nouveaux antalgiques de niveau 2, car il n'y a plus grand-chose en niveau 2, d'où incitation de passer d'emblée à des niveaux 3, ce qui n'est pas forcément justifié. Donc vous avez ces associations ibuprofène-codéine qui vont sortir, et ces associations paracétamol-opium, en doublant la dose de paracétamol, en doublant la dose d'opium, c'est donc de la lamaline, je dirais, un peu plus dosée. Donc ça vient peut-être renforcer les niveaux 2. Toujours dans cette mécanisme physiopathologique, on va s'intéresser maintenant aux douleurs neuropathiques. Les douleurs neuropathiques, est-ce qu'on a des guidelines ou des recommandations qui permettraient donc d'avoir une attitude? Alors, pardonnez-moi de cette diapositive un peu chargée, mais simplement pour vous dire que la Société française, et d'ailleurs il y a des recommandations maghrébines pour les douleurs neuropathiques, qui ont été portées donc par nos confrères algériens en Buzette, dont le professeur et mon ami Brahim Grien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire sur 1200 publications analysées pendant 1 an, ces recommandations datent maintenant de 4 ans, enfin, elles sont toujours d'actualité, que dans une douleur neuropathique et de première intention, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, ce sont les tricycliques imipraminiques qu'il faudra proposer d'emblée, voire les inhibiteurs mixtes de la sérotonine et de la noradrénaline, comme la duloxétine. Ce sont les antidépresseurs. Maintenant, il y a les antiépileptiques. Alors, pardon, tous ces antidépresseurs ont des effets dose dépendants. Vous voyez en noir donc le placebo, et plus on augmente la posologie de l'antidépresseur, et meilleur est le résultat. Les meilleurs résultats sont sur les courbes du bas. Alors, pour les antiépileptiques. Pour les antiépileptiques, eh bien, il y a la galopantine et la prégabaline. Voilà ceux qui ont fait la preuve de leur efficacité.
Alors c'est toujours très difficile pour un patient qui vient avec douleur de zona et qui ressort avec un traitement tricyclique gabapentin par exemple, et il va dire à son pharmacien, si on ne lui a pas bien expliqué, mon médecin n'a rien compris, je ne suis pas forcément dépressif et j'ai jamais fait de crise d'épilepsie. Alors il faudra bien leur expliquer que ces traitements-là sont proposés à des doses antalgiques et pas à des doses anticonvulsivantes et pas à des doses antidépressives, mais à des doses inférieures. Et on prend l'exemple de l'aspirine en disant, si vous avez mal au crâne, prenez un aspégique 1000, s'il faut fluidifier le sang, c'est un cardégique 75 mg. Donc c'est très important d'avoir cette association des deux. Quant au Rivotril, que faut-il penser du Rivotril, qui a été largement utilisé et pour lequel il n'y a pas d'études qui proposeraient une indication dans les troubles anxieux, dans les troubles du sommeil et dans la douleur. Alors on était confronté à la Commission nationale des stupéfiants à un problème particulier. Le laboratoire a envoyé aux 100 000 médecins de France, il y a maintenant 8 ans, une lettre en disant « Vous prescrivez au ORMM, nous n'avons pas d'études sur la douleur ». Et 83% en France de la prescription du Rivotril, c'était la douleur. Donc on dit c'est pas possible, il faut arrêter donc ces prescriptions qui ne sont pas raisonnables. Qu'est-ce qui se passe? Aucune modification de la part des médecins. 4 ans plus tard, le laboratoire revient avec le ministère de l'Intérieur en nous disant il y a un trafic, il y a du mésusage, et il y a un trafic avec la région PACA et principalement donc l'Égypte, sur l'association Tramadol et Rivotril. Donc on essaye de envoyer une lettre à tous les médecins, et on a fait des rangs de communication, on a envoyé une lettre de 2 pages. C'est sur la 2e page où il était écrit que le Rivotril n'est pas supprimé, que c'est une benzodiazépine à demi-vilon qui induit une accoutumance, et nous comptions sur 2 générations, donc 2 fois 20 ans de médecins, pour diminuer cette progression de prescription, enfin, pour diminuer la prescription. Et en fait, les médecins n'ont qu'une page, les médecins français n'ont qu'une page. Et donc, ils ont dit, le Rivotril est interdit, alors que nous, on a bien spécifié qu'il pouvait être proposé une fois par an à la prescription par un neurologue, puisqu'épilepsie, ou un pédiatre, puisqu'enfant, et qu'il y avait ces 2 indications, légalement, on ne pouvait pas en sortir. Le laboratoire ne souhaitait pas avoir d'autres études, car le produit n'apportait pas suffisamment de bénéfices. Et donc, on pouvait le faire, et tous les 3 mois, le médecin traitant peut continuer à proposer du Rivotril, ce qui n'a pas été entendu. Le Rivotril est un produit un peu particulier. J'ai un patient, vous savez, il y a le Rivotril, les patients prennent 5 gouttes, quand ils prennent 6 gouttes, ils sont un peu en surdosage, et quand ils prennent 4 gouttes, ils ont un peu mal. C'est un peu curieux, une goutte près. Et j'ai un patient qui prenait une demi-goutte le soir. Et il dit, mais comment vous faites? Vous mettez les gouttes sur une planche à trancher la viande le soir? Il dit, mais non, docteur, je mets la goutte dans un verre d'eau et je bois la moitié du verre. C'est astucieux, bien sûr. Alors voilà les autres dispositifs que nous avons, les autres propositions thérapeutiques. Il y a le Versatis ou le patch donc, que vous avez, je crois, ou que vous allez avoir, qui donne des analgésies de contact de 12 heures sur 24. Nous avons d'autres produits intéressants comme la capsaïcine, qui a fait son entrée il y a maintenant quelques années. C'est du paprika, autrement dit peut-être de l'harissa. Et ces patchs sont particulièrement intéressants puisque vous voyez ici sur l'aspect hypodermique, l'épiderme, eh bien vous voyez toutes ces petites vésicules qui contiennent tous les agents qui vont transmettre la douleur ou qui vont la déclencher. Et on observe là quelque chose de particulièrement intéressant puisque à 7 jours de traitement, eh bien il n'y a plus du tout ces vésicules. Et ces vésicules, pour qu'elles se reconstituent, il faut 3 mois. Autrement dit, dans une douleur post-ostérienne, sur un trajet particulier neurologique. L'application pendant 45 minutes à 1 heure peut entraîner une diminution de la douleur chez un patient sur 2 pendant 3 mois. Et on recommence 3 mois après. Alors voilà, par exemple, merci. Voilà par exemple un zona, où on va donc sur la topographie métamérique donc, du zona, et bien appliquer donc ce patch de capsaïcine, et si ça marche, on le refait tous les 3 mois. C'est quand même très intéressant chez les gens âgés, car ce sont particulièrement ceux-là qui sont exposés à une prévalence importante de survenue de douleurs post-zostériennes, donc neuropathiques, et chez les gens âgés, eh bien, des tricycliques et des anticonvulsivants peuvent entraîner des chutes, et c'est toujours très difficile chez les gens âgés. Voilà donc pour une neuropathie donc, diabétique, donc on peut le faire aussi au niveau donc, des extrémités, et c'est maintenant un traitement qui fait partie de l'arsenal thérapeutique. Parler de la migraine, c'est aussi parler des triptans. Ça fait partie de l'ensemble, finalement, de ce qu'on rencontre en pathologie quotidienne, dans notre quotidien. Et là, on a un grand nombre de triptans, mais nous savons que les premiers médicaments à donner en traitement de crise, c'est évidemment les anti-inflammatoires, et lorsque ça ne fonctionne pas, eh bien, ce sont les triptans. Alors, vous voyez que le pourcentage de réponse dans les 2 heures, eh bien, chez à peu près tous les triptans, en particulier l'Almogran, le Maxalt, le Relpax, l'Aramier et le Zovigoro, eh bien, ça tient la route. Et là, eh bien, on a un pourcentage
donc de disparition de la douleur en moins de 2 heures, qui est important. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le mélange cumulaire protoxyde d'azote oxygène. Ça a transformé les soins en pratique quotidienne dans les hôpitaux. Les gestes qui étaient vecteurs de douleur, les pansements, les ablations de drain, les réductions de fractures protocoles ou fractures de clavicule, ou les épaules gelées, la rééducation chez le sujet âgé, se fait maintenant sous un mélange protoxyde d'azote oxygène, et ça a vraiment transformé les soins. Pour être le plus complet possible, sans être exhaustif, bien entendu, eh bien, il y a tout ce qui est chirurgie d'interruption des voies de la douleur ou de stimulation des circuits inhibiteurs descendants. Alors, on a les pacemakers neurologiques qu'on utilise préférentiellement dans les arachnoépidurites, dans ces cicatrices, ces fibroses cicatricielles après intervention thoraco-discale, ou en l'absence de fragments discales restants ou de récidive, et devant une fibrose qui prend le contraste gadolithium à l'IRM de contrôle, permet d'affirmer qu'il y a une fibrose, et là, eh bien, on peut implanter des stimulateurs, avec des résultats qui sont, vous le voyez, parfois très bons, puisque l'étude de Serge Blanc de 2000, mais il est en train de terminer l'étude de 2015, 15 ans après, on a globalement les mêmes résultats, avec 77% d'analgésie bonne. Donc bonne, ça veut dire qu'ils prennent quand même des antalgiques, mais ils ont diminué la consommation. Et excellente, c'est qu'ils n'en prennent pas, et c'est surtout 121 patients dans sa série ont repris le travail à plein temps. Nous avons l'analgésie intrathécale ou intracérébro-ventriculaire. Nous avons également l'alcoolisation cœliaque. Donc vous voyez tous ces gestes, mais qui nécessitent une équipe entraînée. Nous avons la phénolisation intrathécale dans les cancers pelviens, abdominopelviens, les parties basses, principalement chez la femme. Et puis il y a, dans les douleurs unilatérales, la cordotomie, c'est-à-dire la destruction du faisceau spinothalamique ou du cordon antérolatéral de la moelle qui se fait sous anesthésie locale. Et puis nous avons également, dans certaines pathologies, comme la névralgie trigéminale, eh bien on peut, en l'absence de réponse par le Tegretol, aller mettre une aiguille par ici, dans le trou ovale, au niveau du ganglion de Gasséran intracrânien, et faire en sorte, avec la chaleur, de détruire une partie des fibres, de garder les fibres qui sont responsables du tact et du toucher, mais de détruire celles qui sont responsables de la transmission du message douloureux. Ce type de geste se fait sous anesthésie générale. Ça dure 45 minutes. Le résultat est bon et dans 95% des cas, il va durer de 3 à 6 à 10 ans, mais on peut recommencer si jamais la douleur survient. Alors, pour terminer, j'aimerais vous faire part, à titre de réflexion, je suis dans les temps, monsieur vous faire part de réflexion sur la recherche clinique. La recherche clinique, finalement, qui permet d'avoir un certain nombre de réflexions quant à des méthodes qui ne sont pas pharmacologiques. Alors, c'est le PET scan et l'IRM fonctionnel. L'IRM, voilà, c'est sur la partie gauche de cette diapositive, elle est anatomique, mais quand on va matérialiser des modifications du débit sanguin cérébral en fonction de différents stimuli, on va voir des éclairages intracérébraux avec des modifications qui sont très différentes. Et voilà ce qu'on peut avoir avec une IRM anatomique, avec un système de modélisation mathématique. En présence d'une stimulation, on peut constater une modification du débit sanguin cérébral dans différentes zones cérébrales. Et voilà par exemple ce qui s'éclaire dans le cerveau de chacun d'entre nous si je mets 2 électrodes sur le bras et je chauffe et je déclenche une douleur, il va y avoir une modification du débit au niveau des zones centrales, donc de l'amygdale et de l'insula, et au niveau donc, de la cingula. Et puis ici, je vous fais part remémorez-vous un événement de vie, un choc émotionnel important, la perte d'un enfant de la famille, la perte d'un parent, quelque chose de très important, et je ne branche pas le stimulateur, vous aurez, je ne déclenche pas de douleur sur le bras, vous aurez un éclairage intracérébral, des régions à peu près identiques, et principalement des aires du cortex S2 prémoteur, donc dans la région de la vallée Silius, et là on aura donc un éclairage intracérébral. Finalement, Montaigne, qui craint la douleur, souffre déjà de ce qu'il craint. Montaigne avait raison plusieurs centaines d'années avant l'apparition de l'IRM fonctionnel. Alors c'est un challenge de vous en faire part et de le démontrer. Je vais vous demander de regarder uniquement les vignettes du haut. Vignette du haut, c'est vous avez 2 électrodes sur votre bras, je branche l'appareil et vous avez un éclairage intracérébral de ces régions que j'ai montré donc tout à l'heure, que je n'arrive plus à voir là, mais qui sont donc les régions donc, en jaune. Voilà. Et puis, si par contre, voilà, c'est toutes ces régions-là, si par contre je vous demande de regarder une course, et vous regardez une course de demi-fond, et vous vous prenez au jeu, je n'ai pas branché la stimulation, je n'ai pas déclenché de douleur expérimentale.
Vous vous prenez au jeu, vous regardez cette course de 1500 mètres qui dure quelques minutes, et vous prenez au jeu, il y a un coureur qui est dépassé, il y en a un autre qui est à la corde, l'autre qui est aspiré et qui suit, et puis tout d'un coup se produit un événement que vous ne pouviez pas imaginer une seule seconde. Se produit un événement qui est la fracture de jambe de ce coureur. Cette fracture de jambe que vous voyez à angle droit, alors, je vais essayer de vous la montrer, je vais la montrer comme ça, pas plus simple. Non, c'est pas ça. Voilà. Bon, je vais vous la montrer là. Peut-être vous la voyez. La fracture en angle droit, il y a son genou, et puis il y a, voilà, c'est ici. Là, il y a une fracture en angle droit, il sautille sur un pied et il hurle de douleur. Et là, vous avez un éclairage intracérébral qui... Ah, merci. Et là, vous avez un éclairage intracérébral des zones qui s'étaient éclairées quand j'avais déclenché sur votre bras une douleur. Maintenant, plus intéressant encore, c'est sur Science. Et là, c'est la femme qui voit son époux, son compagnon, son conjoint sur la chaise du dentiste et qui souffre. Elle a un éclairage intracérébral de la même région que celle qui était sur les diapositives précédentes. Donc, c'est la notion donc, de l'empathie, quelque part. Et on peut se poser la question, et si c'était la femme qui était sur la chaise du dentiste, est-ce qu'il y aura un éclairage intracérébral chez son mari ou son conjoint? Je suis persuadé que oui. Enfin. Ah, vous voyez, sur la partie en haut à gauche de cette diapositive, c'est en fonction de la stimulation et de la douleur que je vais entraîner sur votre bras et de l'intensité croissante qu'il y aura un codage de l'intensité dans votre cerveau. Sur celle en haut à droite, je branche une première fois, je déclenche une douleur, vous avez un éclairage. Je branche une deuxième fois, je déclenche une douleur, vous avez un éclairage. La troisième fois, je dis je branche, mais je ne branche pas. Et vous avez un éclairage intracérébral. Vous avez anticipé la douleur qui n'est pas arrivée. Et puis en bas, vous avez les techniques de déviation d'attention. Et c'est là où ça devient intéressant. Car l'hypnose, tout ce qui est donc technique cognitive comportementale, sophrologie, relaxation, peuvent induire, comme je vais vous le montrer, eh bien, des modifications de débit sanguin dans le cerveau. Il n'y a pas que les médicaments. Et là, vous voyez quoi? Eh bien, vous êtes allongé, je vous mets en situation de déviation d'attention, vous êtes allongé sur une table d'examen et je vous dis, fermez les yeux, vous êtes dans un lagon bleu turquoise des Caraïbes, vous avez une eau à 20 degrés, vous faites la planche, vous avez un ciel sans nuages, bleu fantastique, un albatros qui virevolte autour de vous, vous avez la musique d'un ukulélé et vous avez sur un petit radeau en bambou un jus de fruits qui arrive. Et je branche. Et là, vous avez une diminution du éclairage intracérébral. Là aussi, c'est une menace verbale d'agression physique. Et vous avez un éclairage intracérébral également. Et plus intéressant, c'est le placebo. Vous savez que le placebo en matière de douleur, c'est 30% d'effet positif. Quand on donne un comprimé blanc, le comprimé rouge a plus d'efficacité que le blanc. Je donne 2 blancs, c'est mieux qu'un blanc. Et je donne 2 rouges, c'est mieux que 2 blancs. Et là, vous avez un éclairage intracérébral, donc dans 2 cas de figure, chez des volontaires sains, chez qui on va induire une douleur expérimentale, et il y aura un bras, ça sera le sérum fit, et l'autre bras, ça sera la morphine. Eh bien, on va pouvoir identifier ceux qui répondent à un placebo et ceux qui n'y répondent pas. Et là, ça devient extrêmement intéressant. Alors, pour terminer, c'est la dernière diapositive, je dirais que le traitement de la douleur, et pardonnez-moi de ne pas avoir été exhaustif, que je ne pouvais pas, mais c'est la face visible de l'iceberg. Et tout ce qui est en dessous, c'est la comorbidité, c'est l'anxiété, c'est les répercussions sur la qualité de vie, c'est la fatigue, c'est la dépression, c'est le fait de ne plus pouvoir s'en sortir. Et il faut une prise en charge globale qui prend en charge l'ensemble de l'iceberg, ce qui est émergé et ce qui est immergé. Je vous remercie de votre attention.